voulait faire un autre Bataclan. La semaine dernière, 3 personnes ont été arrêtées alors qu'elles projetaient un attentat en voulant donc s'inspirer du Bataclan. Charlotte Dornelas, que sait-on de cette affaire inquiétante? Alors sur leur profil, on a en effet 3 personnes qui voulaient se faire sauter dans un lieu public afin de tuer, je cite, le plus de couffards possible, c'est-à-dire de mécréants à leurs yeux. Alors ils ont entre 19 et 24 ans et ils sont jeunes. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels, détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs en relation avec une entreprise terroriste et non-dénonciation de crimes pour l'un d'entre eux. Ils ont été présentés au juge antiterroriste et depuis mis en examen. Donc il y a beaucoup d'éléments à leur encontre. Ils sont originaires de Lille et de Dunkerque et ils se sont répandus ces derniers mois sur les réseaux sociaux en confirmant leur intention, surtout pour l'un d'entre eux, de commettre un attentat au nom de l'État islamique. Les cibles qui étaient évoquées sont assez diverses. Il y avait un foyer pour jeunes dans le nord du pays, un restaurant, une boîte de nuit ou un site de la communauté juive en particulier. Et sur place, chez eux, on a retrouvé donc une ceinture d'explosifs qui était en cours de fabrication, des recettes d'explosifs qui étaient détaillées, sans date pour le moment, en tout cas dans l'enquête, de passage à l'acte précis. Le meneur, lui, s'appelle Morad et il expliquait sur Snapchat ces derniers temps qu'il voulait noyer dans le sang les mécréants. C'est assez clair comme projet. Il a relayé également des vidéos à la gloire de terroristes qui ont déjà frappé en France ces dernières années, notamment un Tchétchène de 20 ans qui avait tué à Paris avant d'être tué lui-même par la police. Il était connu du renseignement territorial, notamment parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient proféré des menaces à l'encontre de Mila, vous savez, cette jeune femme qui avait été accusée elle aussi d'islamophobie, mais il n'était pas inscrit au fichier des personnes recherchées. Reda, qui est son adjoint, le premier considéré comme le meneur dans cette affaire, il est également placé en détention provisoire aujourd'hui pour avoir participé à tout ça. Et la troisième personne, lui, a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas en détention provisoire. Lui, il est poursuivi simplement pour non-dénonciation, puisque c'est grâce à son témoignage qu'on a appris, qu'on a pu arriver à l'arrestation des 2 autres, mais il a quand même mis 6 mois à parler, raison pour laquelle il est sous le coup de la justice aujourd'hui. C'est très inquiétant tout cela. Comment procèdent les services pour en déjouer de tels attentats, Charles? C'est vrai qu'on nous dit souvent que des attentats ont été déjoués. Là, il y a l'organisation et on pourrait voir finalement la fameuse société de vigilance qui est en fait une manière de se conduire que beaucoup de gens, avant que le mot ne soit inventé ou repris par la vie politique, doublé d'un travail discret de la police locale en l'occurrence. Et c'est important de le préciser parce que le travail quotidien de certaines personnes est parfois invisible, sauve littéralement des vies, comme c'est le cas dans ces dossiers. Alors là, ce sont les enquêteurs locaux de Dunkerque qui ont d'abord pris le signalement de ce fameux camarade, le troisième, très au sérieux. Il s'est présenté devant les policiers. Il a dit, voilà, un tel, Morad en question, a beaucoup changé ces derniers temps. Il devient extrêmement inquiétant dans les propos qu'il tient. Et il précise à ce moment-là avoir vu un gilet d'explosifs ou une ceinture d'explosifs en construction quelques mois plus tôt dans son domicile. Les policiers entament immédiatement des recherches sur les réseaux sociaux sur le dit personnage, constatent une radicalisation extrêmement rapide, un changement de ton dans les messages au fur et à mesure et des messages extrêmement inquiétants, dont celui que je vous ai cité. Ils font une demande d'autorisation de perquisition sans avoir besoin de l'avis du juge des libertés et de la détention et une autorisation d'interpeller en utilisant la force. Ils ont besoin d'une dérogation spéciale du parquet pour le faire. Le parquet accorde ces autorisations. Ils font une demande d'assistance au RAID, qui a beaucoup plus de moyens de protection, évidemment, que ne l'ont ces enquêteurs. Et après interpellation du personnage, ils demandent le déminage de l'endroit où il vit. C'est là qu'ils découvrent le gilet, la recette d'explosifs, ainsi qu'une lettre d'allégeance déjà rédigée à l'État islamique, ce qui n'est jamais très bon signe. Et là, en l'occurrence, la Direction nationale antiterroriste et le parquet national antiterroriste sont immédiatement saisis du dossier. On voit avec cet exemple que, parce qu'on ne l'a pas toujours, on entend parler beaucoup d'attentats déjoués, on ne sait jamais trop comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Et là, on comprend que le travail est collectif et que sur un signalement qui est pris au sérieux, évidemment, vu l'ambiance et vu les alertes sur le terrorisme qui sont aujourd'hui, l'attention et le dévouement de beaucoup de personnes ont permis l'arrestation de ces trois-là.
Et des signalements qui peuvent être anonymes. Qu'est-ce que cet attentat nous apprend de la menace qui pèse aujourd'hui sur la France? C'est vrai que toutes les autorités concernées répètent que la menace est toujours présente, qu'elle est toujours très active. Bruno Retailleau l'a dit récemment également. Et que le terrorisme attire, et là ce sont les services de renseignement qui le répètent souvent, des soldats de plus en plus jeunes, endogènes, c'est-à-dire nés en France, radicalisés notamment par le biais, et depuis 2 ans, c'est un peu la nouveauté entre guillemets, par le biais du conflit israélo-palestinien, qui est un carburant de recrutement immense. Et d'ailleurs, on voit dans les cibles que souvent la communauté juive est ciblée en bout de chaîne, on va dire, de cette détestation et de viscérale sur le conflit israélo-palestinien. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une continuité dans la haine. L'un ne fait pas disparaître l'autre et il cible de toute façon la France de manière générale et en particulier depuis 2 ans. Avant, c'était beaucoup le blasphème, l'accusation de blasphème qui permettait ce recrutement très actif. Et là, on le voit, la communauté juive est particulièrement ciblée. Et nous savons, et certains dans leur chair aujourd'hui en France, que la menace est protéiforme. On a eu beaucoup d'attaques au couteau ces derniers temps. On avait évoqué sur ce plateau la stratégie des 1000 entailles, la fameuse, dont évidemment ce dernier cas fait partie. Cette fois-ci, c'est l'utilisation du TATP. Alors, on apprend beaucoup de choses avec notre actualité, voilà. Alors, c'est un explosif, en l'occurrence explosif instable, qui est possible à fabriquer de manière un peu artisanale et qui est donc prisé pour cette raison par les organisations djihadistes. Et une note de la DGSI qui a été consultée par Le Parisien et qui explique, est consacrée à ce produit en particulier et à son usage en France. Je cite, l'objectif pour les combattants de l'organisation État islamique est d'actionner leur ceinture au contact de leurs ennemis, à la fois pour éviter la capture, mais aussi pour maximiser les pertes pour l'adversaire étant la France en l'occurrence. L'abondance d'informations provenant des sources ouvertes sur ce thème, le thème, la fabrication de cet explosif, permet une vulgarisation à outrance des savoir-faire et des expériences. C'est pourquoi cet outil, comme le couteau, exactement de la même manière, comme la voiture, est accessible à tous et toujours présent dans la propagande d'un État islamique qui est moins fort sur le plan international, mais qui cherche toujours et qui est toujours déterminé à recruter des soldats, notamment en Occident et particulièrement en France, puisqu'on sait la détestation que la France génère dans leur cerveau. Et c'est déjà la fabrication de cet explosif qui avait intéressé le jeune de 17 ans qui avait été interpellé à Lure, vous savez, en Haute-Saône, en mars dernier, donc c'est assez récent. Lui aussi cherchait des cibles juives ou chrétiennes, c'est lui qui le précisait. Mais également en décembre dernier, je crois que c'est Mathieu qu'on avait parlé, 3 jeunes qui voulaient attaquer entre autres la mairie de Poitiers parce que c'était le symbole de Charles Martel, enfin Poitiers étant le symbole de Charles Martel, dans leur tête. Et eux aussi avaient évoqué éventuellement de cibler des cibles juives. Donc on comprend que la continuité, c'est tout simplement la détestation de la France et la même que la détestation des juifs en France, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les colons, qu'ils soient en France ou ailleurs.